Bonjour et puis bonsoir à Amandine en France et bienvenue à la classe de maître avec Amandine Gay et Nathalie Indongo. Alors, nous souhaitons tout d'abord commencer par reconnaître que le festival féministe a principalement été organisé à Tiohtià:ke Montréal et Kamouraska, respectivement des territoires Mohawk et Malécite non cédés. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent, l'avenir, que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les allochtones de l'île de la Tortue. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, le Festival féministe a comme mission d'un côté de faire connaître des films et des réalisatrices d'ici et d'ailleurs, et de l'autre de discuter collectivement de thématiques féministes dans une visée de contribuer à l'éducation citoyenne et au changement social. Étant moi-même une personne adoptée, c'est tout un honneur que d'introduire cette classe de maîtres qui présentera le travail et les réflexions d'Amandine Gay. Intersectionnalité, adoption, afroféminisme et cinéma documentaire sont les thématiques qui nous guideront pour la prochaine heure. Un merci tout spécial pour le soutien du Consulat général de France à Québec, au Festival Massimadi, dont les films sont encore disponibles jusqu'au 12 mars, et au Réseau québécois en études féministes. Et merci à notre interprète LSQ, présente avec nous et grâce à qui l'événement est plus accessible. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre animatrice, Nathalie Indongo, qui est l'animatrice de l'émission artistique et culturelle provinciale de CBC Montréal, The Bridge, les samedis sur CBC Radio One et collaboratrice artistique pour CBC Montréal. Elle est également membre de Nomadic Massive, qu'on adore, un groupe de hip-hop multilingue basé à Montréal. Diplômée de l'Université d'Ottawa et du Humber College, Nathalie a partagé ses connaissances de la musique et de la culture en tant qu'éducatrice et communautaire et oratrice. Donc, c'est à toi, Nathalie. Merci. Merci beaucoup, Anne-Julie. Je ne savais pas qu'il y avait des fans de Nomadic. Ça me fait chaud au cœur parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas sur scène. Merci beaucoup, surtout de participer avec vous à cette édition de Féministe et de parler, d'être en conversation avec Amandine pour une deuxième fois. En 2017, j'avais l'honneur de te rencontrer. Quand elle était à Montréal, en train de, moi je vais dire, Amandine, faire la lutte pour ton film, Ouvrir la voie, c'était au mois d'Histoire des Noirs. Et je me souviens que tu me disais que c'était vraiment difficile de présenter ce film en France et que tu avais l'impression que la communauté à Montréal et ici en Amérique du Nord était beaucoup plus ouverte aux thématiques, le sujet de ce film-là. Tu te rappelles de ça? Ah bah, c'est difficile d'oublier, hein? Bon, d'abord, bonjour tout le monde. C'est très gentil d'être là aujourd'hui et je suis ravie de participer au festival et je suis aussi ravie qu'on puisse rediscuter avec Nathalie. Déjà, on a fait la préparation, donc on a pu avoir une petite conversation l'autre jour, c'était cool. Et puis là, on va avoir une bonne discussion aujourd'hui. Donc oui, ça a été toute une épopée pour amener Ouvrir la voie, qui est donc mon premier long métrage documentaire en salle en France. Alors déjà pour le faire, hein, parce que dès le départ... alors bon, on va faire un gros retour en arrière. On va dire qu'en gros, tout ça commence plutôt entre 2008 et 2012, quand j'étais dans un conservatoire d'art dramatique à Paris. Donc moi, j'ai commencé en voulant d'abord être comédienne, même si j'avais dans un coin de ma tête d'un jour faire des films, parce que je trouve que souvent, en tout cas, bon nombre des réalisatrices et réalisateurs que j'aime bien ont eu un parcours de jeu, de performance. Et en fait, c'est vrai que ça me semble un peu étrange, moi, de diriger des comédiennes et des comédiens sans avoir soi-même jamais joué, quoi. Je trouve qu'avoir été soi-même juste dans cette position aussi de vulnérabilité et de voir jusqu'où on peut pousser les limites du jeu, etc., je pense que c'est plus facile d'avoir une conversation avec une personne qui performe quand on l'a fait soi-même, même si on ne l'a peut-être pas très bien fait, même si on ne l'a pas fait longtemps, mais je pense que ça peut vraiment aider quand on travaille avec des talents sur des films. Mais donc, moi, j'avais aussi vraiment envie de faire ça depuis longtemps. Et j'ai eu de la chance et en même temps de la moins... Bon, pas vraiment de la malchance, mais en tout cas, disons que comme j'ai rapidement eu un agent, j'ai rapidement commencé à travailler. Et donc, autant j'avais beaucoup de liberté à l'école. Et donc, je pouvais vraiment explorer tous les types de rôles que je voulais. Alors que dès que j'allais passer des castings, on me proposait uniquement des rôles de noirs.
Et les rôles de noirs dans le cinéma et la télévision française, eh bien, c'est alors personnes migrantes illégales, c'est aussi des stéréotypes de classe. Donc, c'est généralement les personnes qui font le ménage, je sais pas, La qui ramassent les poubelles, prostituée. etc. Après, Ouais. voilà, travail du La sexe, bien prostituée. entendu, qui est le Ouais. troisième, avec des variantes, hein, Mhm. stripteaseuse, voilà. Et puis, il y La a la drogue meilleure aussi. amie, la meilleure Il y a copine. oui, mais alors en France, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en France, il y a un petit peu aussi la question des emplois physiques. Donc, si tu es Mm. noire et que tu es grosse, on va plutôt te mettre du côté de la meilleure amie ou de C'est pas l'infirmière, vrai. etc. Ouais. Et si tu es une noire et que tu es considérée comme étant plus mince ou plus proche des critères, on va dire, de beauté mainstream, ben là, on va plutôt te mettre du côté deal de drogue, travail du sexe, etc. Ouais. Donc, j'étais pas mal frustrée d'aller tout le temps faire les mêmes auditions. Et surtout qu'en plus, on me demandait souvent de faire l'accent africain ou l'accent antillais. Alors, je rappelle qu'en Afrique, il y a 54 pays, dont une majorité ne sont pas francophones. Donc, quand on me demande de faire l'accent africain, bah, qu'est-ce qu'on me demande? Et de la même façon, avec l'accent antillais, la Caraïbe, c'est grand. Il y a des hispanophones, il y a des créolophones, il y a des francophones, il y a des anglophones. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on me demande quand on me demande de faire l'accent antillais? Donc voilà, j'étais très frustrée et un ami directeur de casting m'a dit soit tu commences à écrire les rôles dans lesquels tu veux jouer, soit en fait, tu arrêtes de faire comédienne parce qu'on t'offrira jamais les rôles dont toi tu rêves. Et donc, c'est comme ça qu'en 2012, j'ai commencé à écrire des programmes courts de fiction, puisque l'idée était de m'écrire des rôles dans lesquels je pourrais jouer. Et donc, on en a eu plusieurs qui nous ont permis de rencontrer des boîtes de production, donc de pitcher nos projets, etc. Mais je pense qu'on va parler un peu plus tard aussi du côté plus vraiment industrie. Ouais. Mais donc, en 2012, le projet pour lequel on a rencontré le plus de maisons de production, ça s'appelait Mediapart. Alors, parce qu'il y a un média en France qui s'appelle Mediapart. Et en fait, il y avait une rubrique dans un magazine féministe qui s'appelait On nous prend pour des quiches. Donc, c'était une espèce de mix de toutes ces choses-là, puisque l'idée de la série, c'était de faire une satire des magazines féminins. Donc, on avait récolté plein de titres, des vrais titres de magazines féminins, par exemple, La fessée s'est branchée, est-ce que vous avez votre corps, votre bikini body, etc. Et en fait, l'idée, c'était qu'on partait d'un vrai titre de magazine féminin et ensuite, on voyait comment ça se jouait pour un groupe de 5 amies à Paris, donc 5 femmes. Et une des 5 femmes, c'était une femme noire et j'avais créé un rôle de lesbienne sommelière puisque moi, j'ai été manager de bar à vin et que je m'identifie comme pansexuelle. Donc, c'était un rôle pas très loin de moi, en fait, hein, on va pas se mentir. Je n'avais pas été chercher très loin. Et du coup, quand on avait des rendez-vous avec les boîtes de production, donc c'était quand même souvent des hommes blancs de plus de 50 ans, etc. Donc, on nous donnait un rendez-vous et puis après, on nous disait, alors, c'est super, hein, la série, elle est super, c'est super frais, etc. Mais c'est trop anglo-saxon. Clairement, cette lesbienne noire sommelière, bon, ça n'existe pas. Ah bon? Et donc, moi, du coup, je me disais, bon, alors, du coup, comme le personnage, c'est moi, bon, moi, je pense que j'existe. Et donc, du coup, là, on se retrouvait dans des conversations qui étaient un peu compliquées. Parce que moi, j'essayais d'argumenter que oui, ça existait et que même si ça n'existait pas, les lesbiennes noires sommelières, on fait de la fiction. Donc, par définition, on a le droit d'écrire dans un film une chose qui n'existe pas encore. Je veux dire, il y a eu des présidents des États-Unis afro-américains dans les séries bien longtemps avant que Barack Obama ne soit élu, et ça ne dérangeait personne. Et en plus, il se trouve là pour le coup que en plus les lesbiennes noires sommelières ou pas existent, quoi. Donc là, j'ai touché une des premières limites de l'industrie, qui a été de comprendre qu'il ne suffit pas d'écrire des scénarios différents. En fait, les personnes qui ont le pouvoir dans l'industrie du cinéma et de la télévision, c'est les personnes qui ont l'argent pour développer les projets. Donc, c'est du côté de la production que ça se joue. Et aussi du côté de la réalisation. Parce qu'en fait, vous pouvez être une scénariste, arriver avec un projet qui est extrêmement novateur ou en tout cas qui n'est pas stéréotypé. Et puis, les producteurs vont vous demander, et là, j'utilise à dessein le masculin, parce que c'est aussi ça qui se passe, les producteurs vont vous demander de réécrire. On va vous dire, ça, c'est pas assez réaliste, ça, c'est pas plausible, ces personnes-là, elles n'existent pas. Et donc, vous partez avec une lesbienne noire sommelière au début et vous arrivez à la fin à la 20e réécriture de votre scénario avec une femme de ménage hétérosexuelle. Et bon, moi, j'ai rien contre les femmes de ménage hétérosexuelles, mais je trouve que moi, j'avais écrit une lesbienne noire sommelière.
Donc là, j'ai compris que je n'allais pas arriver, on va dire, à changer l'industrie de l'intérieur, qui est un peu l'idée qu'on se fait quand on est un peu plus jeune et naïve, ce qui était mon cas, donc il y a bientôt une dizaine d'années. Et donc, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire avec mes propres moyens? Et donc, c'est comme ça qu'est arrivé Ouvrir la Voie, où je me suis dit, bah, en fait, déjà, ça va répondre à deux problèmes. Le premier, c'est que puisqu'on me dit qu'apparemment un certain type de femme noire n'existe pas et que moi, j'en connais Je plein, peux le montrer. bah voilà, donc je vais toutes les mettre dans un film, tout ce que je peux. Et puis de l'autre côté, ça me permet quand même d'avoir quelque chose. Parce que ça faisait quand même plusieurs années, je dirais que ça faisait, arrivé à 2012, 2013, 2014, ça faisait 3-4 ans que j'avais plein de projets qui se montaient, mais je ne trouvais pas de financement. Donc on avait créé par exemple un cabaret avec une amie, on avait repris, donc une amie noire. En fait, donc comme je faisais du burlesque aussi, voilà, retour vers le futur. Donc comme je faisais du burlesque, on avait créé un cabaret avec une amie parce qu'on voulait reprendre des chansons racistes de l'époque coloniale française, enfin de l'époque de la conquête coloniale, et on voulait transformer ça en spectacle de cabaret. Et en fait, bon, bah, on n'avait pas trouvé de financement, on n'avait pas trouvé de lieu où jouer ça, et donc du coup, on avait laissé tomber. Et donc ça faisait plusieurs fois, et puis les programmes courts là, dont je t'ai parlé, il n'y en a aucun qui a vu le jour non plus. Et donc je commençais à être vraiment dans quelque chose aussi un peu de d'aigreur et de frustration, où moi je sentais de quoi j'étais capable, mais finalement, je ne pouvais jamais le montrer parce que bah, quand tu as des scénarios qui ne sont pas portés à l'écran, quand tu as des spectacles qui ne voient pas le jour, etc., bah, ta vision, elle n'existe pas en fait. Et donc, du coup, en 2014, je me suis dit, bon, bah, un documentaire, je peux le faire avec mes propres moyens. Aussi parce qu'il se trouve que je suis en couple avec un photographe qui avait aussi du matériel, etc. Donc, je me disais, bah, on peut travailler avec tout le matériel qu'on a à la maison, on peut faire un film. Et comme c'était le début de mes tentatives d'immigrer au Québec, alors ce n'est toujours pas terminé, mais je vais finir par arriver un jour. On t'attend, on t'attend. Et du coup, comme c'était aussi le début des procédures d'immigration, je me disais, bah, au moins, je vais faire un documentaire. Alors au départ, Ouvrir la Voie, hein, l'objectif, c'était de le mettre sur YouTube. Ce n'était pas du tout de sortir en salle. Mais je m'étais dit, au moins, je vais arriver avec quelque chose de fini. Et je vais pouvoir dire, bah, regardez ce que j'ai fait avec mes propres moyens. C'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas, mais au moins, j'essaye. Et mon expérience des pays anglo-saxons, puisque j'avais vécu en Australie pendant 1 an, j'avais vécu à Londres pendant 6 mois, j'avais été aux États-Unis quelques fois, c'était que, bien entendu, il y a du racisme, du sexisme, etc. Mais il y a quelque chose on va dire, de plus pragmatique, qui est aussi que si on se rend compte, par exemple, qu'il y a un marché, et que donc, bah, par exemple, les Noirs sont un marché, il y a une chance de pouvoir exister dans l'espace public, dans le monde de la télévision, du cinéma. Chose qui n'existe pas vraiment en France. C'est-à-dire que le pragmatisme ne permet pas de passer au-dessus de la suprématie blanche, etc. Je dirais que dans le pays anglo-saxon, il y a le mélange pragmatisme-capitalisme qui fait que parfois, ça permet quand même d'outrepasser les systèmes de domination. C'est intéressant parce que tu t'apprêtes à venir ici au Québec et le Québec, c'est le pays dans le Canada où ça ressemble un peu de ce que tu viens de décrire par rapport à la France, à ces questions-là d'identité noire et tous ces sujets-là, qu'on a l'impression que dans les communautés plus anglo-saxons, il y a plus de discours, il y a plus de conversations, mais genre, on sait peut-être pourquoi, les liens historiques surtout, les mêmes problèmes existent ici au Québec et je me demande si tu t'apprêtes pour ça. Il y a bien sûr maintenant, il y a 4 ans depuis Ouvrir la Voie, les choses même ici ont beaucoup changé à ces sujets-là et je voulais savoir de toi si si en France, vous avez vécu ces genres de changements. Ici, je vois Marie-Lou Craft est parmi nous. Marie-Lou était très impliquée dans tout un mouvement dans les arts et la culture ici. Dès qu'on a eu cette fameuse pièce de théâtre slave qui est sortie, Marie-Lou était présente pour lutter contre et parler de ça et de critiquer et être surtout en ondes dans les médias. Et depuis ce temps, et je dirais, au fur et à mesure, depuis quelques années, on voit des petits changements dans les communautés artistiques et même dans tout ce qui est film et télévision.
Alors là, tranquillement, on voit des changements. Et comme tu as fait, les jeunes noirs ici, artistes, se sont pris en main aussi pour créer leur propre œuvre, leur propre communauté, leur propre boîte. Depuis Ouvrir la voie, est-ce qu'il y a maintenant une plus grande communauté autour de toi qui fait pousser des choses et qui fait changer des choses? Alors, je pense que même avant Ouvrir la voie, hein, pour moi, l'enjeu, il est structurel. C'est-à-dire que, comme tu as dit, justement, le Québec, c'est au sein du Canada. Donc, par exemple, un des arguments qui peut être utilisé quand tu es au Québec, c'est de dire, hey, regardez, on est complètement à la traîne par rapport aux autres provinces. Tu sais, quand tu es en France, tu peux dire, hey, on est complètement à la traîne, mais on va te dire, vous voulez américaniser le pays, etc. Et du coup, ton argument de comparaison, par exemple, il est caduque immédiatement. L'autre chose que je dirais, c'est que je pense que, alors autant géographiquement, c'est beaucoup plus étendu, mais comme il y a moins de monde, je pense qu'il y a même un rapport aux politiques. Bon, tu vois, ça par exemple, c'était mon mémoire de fin d'études à l'UQAM, c'était une comparaison de la mobilisation politique des personnes adoptées en France et au Québec. Et où je trouvais qu'une des différences entre la France et le Québec, c'était le rapport général à la politique, qui est justement, tu vois, de la démocratie directe. En Amérique du Nord, tu vas beaucoup avoir ce réflexe de on appelle notre député, on demande, tu vois, même, il n'y a pas, par exemple, en français, il n'y a pas de terme qui traduit bien accountability. Ça n'existe pas en français, en fait. Donc, et ce n'est pas une pratique d'aller demander des comptes à ses représentants politiques. Est-ce qu'on les fait confiance? Parce qu'on les fait confiance? L'idée, c'est qu'on les fait confiance ou? Non, c'est que ce n'est pas ta place. Tu vois, c'est un peu, tu as le droit de voter une fois tous les 5 ans, puis le reste du temps, en fait, tu restes à ta place de petit citoyen. Là, du coup, on est toujours, du coup, on est toujours dans un royaume. On n'est pas vraiment dans la République. Mais c'est la France. J'ai envie de te dire que toutes les mauvaises choses peut-être qui sont prises des Français au Québec, effectivement, il ne faut rien prendre de ce qui vient de la France. Sauf moi, parce que moi, je suis mais franchement, c'est pas un endroit dont il faut beaucoup s'inspirer, non. Mais oui, je pense qu'il y a justement, c'est pour ça que j'ai employé le terme de pragmatisme. C'est quelque chose qui nous fait extrêmement défaut de ce côté-ci de l'Atlantique ou de la Manche. Moi, souvent, quand je fais des comparaisons, du coup, comme je sais que les États-Unis énervent beaucoup les Français, je prends l'exemple de la Grande-Bretagne, souvent. C'est plus facile. Et en fait, une des différences, c'est par exemple le nombre de personnes noires qui sont dans les institutions, c'est qui travaillent à la BBC et qui ont des postes stables. Parce qu'à un moment donné, il faut une masse critique de minoritaires dans les institutions. Et j'ai pris la BBC, je pense, en termes d'institutions publiques, tu vois, d'institutions financées par l'argent de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. Parce que c'est ça dont il s'agit. Moi, j'essaie toujours de ramener ces enjeux-là sur un terrain de droit civique en disant, moi, je suis citoyenne française, j'ai les mêmes obligations que le reste des Français, je paye des impôts. Quand mon film est sorti en salle en France, il y a un système pour financer le Centre national de la cinématographie en France qui s'appelle la TSA, c'est la taxe sur l'audiovisuel. Tous les films qui sortent en salle en France, chaque ticket est prélevé 10,26% de ce ticket pour financer le Centre national de la cinématographie. Donc moi qui ai dû autoproduire mon film, qui ai dû monter une boîte de production et de distribution pour le sortir en salle toute seule, en appelant les salles, etc., à la main, quoi, comme dans les années 50, en disant s'il vous plaît, prenez mon film, il sort le 11 octobre, etc. À la fin de tout ça, j'ai fait 20 000 entrées en salle. De ces 20 000 entrées, il y a 10,26% de chaque ticket qui a servi à financer l'institution qui ne finance pas mes films et qui ne me donne pas les subventions. Ouais. Là, il y a un problème, en fait. Là, moi, je ne veux pas être solidaire d'un système qui me discrimine. Il y a un moment donné où là, ça ne peut pas marcher. Et donc, pour moi, c'est là qu'on doit arriver à ramener la conversation. Et c'est là qu'on est très en retard en France. Parce qu'on n'est pas assez nombreuses. Là, je pense qu'en France, actuellement, par exemple, on est moins d'une demi-douzaine de femmes noires qui ont des films qui sortent en sortie nationale. Donc, à partir de là, et la plus âgée d'entre nous, c'est Alice Diop, qui doit avoir, ou peut-être Diana Gay. Mais enfin, elles n'ont pas 45 ans, quoi. Moi, j'ai 36. Donc, du coup, il y a vraiment cette question de, déjà, c'est très compliqué d'aller voir nos aînés, parce que nos aînées les plus talentueuses, elles sont parties. Sarah Maldoror, elle a fait sa formation universitaire en URSS à l'époque. Et ensuite, elle a fait le gros de sa carrière de cinéaste, d'abord en Angola. Enfin, elle a beaucoup documenté les guerres de libération en Afrique, etc. Et après, elle est rentrée en France dans les années 90-2000, où elle a travaillé un peu à la télévision parce qu'elle avait un petit réseau.
mais elle est inconnue du grand public, Sarah Maldoror, alors que c'est une très grande cinéaste. Eusanne Palsy, elle, c'est la seule femme noire à ce jour qui a gagné le César du meilleur film en 1988. J'avais 4 ans. Et donc, du coup, elle a fait la grande majorité de sa carrière aux États-Unis, Eusanne Palsy. Et donc, l'enjeu, c'est qu'il y a un sentiment de devoir toujours recommencer à zéro. Quand tu es en France, c'est pas qu'il ne s'est rien passé avant, mais c'est juste que nos aînés n'ont pas pu avoir accès à des positions de pouvoir ou même ne serait-ce qu'à des positions de sortie de la précarité. Et donc, on se retrouve à ne pas pouvoir avoir des mentors parce qu'en fait, nos aînés ne sont pas assez installés dans l'industrie. Et donc, on se retrouve à ne pas pouvoir mettre en place des systèmes comme ceux qu'on voit aux États-Unis, par exemple, où depuis les années 70, parce qu'il y a eu Melvin Van Peebles et d'autres, mais Melvin Van Peebles, c'est le premier guérilla film qui fait un carton en salle, et donc qui donne lieu à la blaxploitation, et donc qui permet aussi de faire comprendre à l'industrie blanche qu'il y a de l'argent à faire avec les Noirs, parce que c'est ça qui se passe. Et donc, en fait, ensuite arrivent d'autres personnes. Il y a Judi Dash, qui est la première femme noire à faire un film indépendant qui sort en salle aux États-Unis, etc. Et puis ensuite arrive Oprah. Et Oprah, elle a comme tout un plan. C'est-à-dire que, ça, on en avait parlé quand on avait fait la préparation. Aux États-Unis, si tu veux réaliser des films de studio hollywoodien, il faut avoir quand même dans ton CV un certain nombre d'étapes. Et une de ces étapes cruciales, c'est de diriger des séries qui passent à la télévision, des syndicated shows. Et donc, du coup, quand Oprah Winfrey crée sa chaîne, et d'abord, elle fait syndiquer son show. Ensuite, elle crée sa chaîne de télé. Et donc, ça devient un syndicated network own. À partir du moment où OWN, la chaîne d'Oprah Winfrey, est un syndicated network, toutes les personnes qui réalisent des épisodes de séries télé ou des films pour OWN ont désormais sur leur CV une de ces stepping stones qui te permet de réaliser des films dans les gros studios hollywoodiens. Donc, il y a comme toute une préparation qui commence dans les années 70 qui permet de faire héberger Ava DuVernay dans les années 2010-2015. Et Ava DuVernay, à son tour, parce qu'elle est beaucoup plus installée et qu'on lui donne un cadre aussi économique, parce qu'elle travaille, donc c'est Queen Sugar sur OWN, où en fait, Ava DuVernay fait cette chose, où chaque épisode est réalisé par une femme, et donc elle permet à des dizaines de femmes chaque année d'avoir un syndicated show sur leur CV. Et donc, à partir de là, elle tire plus de monde, et ça, c'est ce qui nous manque ici. Et je dirais, ça nous manque ici aussi, les États-Unis, en comparaison, comme vous venez de faire entre la France et les États-Unis, je dirais que l'industrie à Toronto représente un peu ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe ici au Québec, ça ressemble un peu à ce qui se passe en France. Je voulais savoir, parce que t'entendre parler et toute ta passion avec laquelle que tu racontes tout ça, le mémoire, les détails, tu fais référence à plein de gens. Je vois que les gens qui nous écoutent prennent des notes parce que tu viens de citer plein de monde intéressant et important dans l'histoire. Mais ça me revient à un moment que tu as décrit au départ de notre conversation par rapport à les conversations avec les producteurs avant même que toi, tu as fait ton film toi-même. Comment il fallait parler. Et en t'écoutant, je me demande quels sont les changements que tu étais forcé à faire personnellement et du coup, qui a un impact sur ton professionnalisme pour tenir tout ça depuis l'école, depuis tes études et ensuite les films et tout ça. J'imagine que, parce que tu as parlé de frustration, tout ça, j'imagine que tu as fait beaucoup de travail sur soi-même à chaque fois et durant tout ce temps. Oui, alors en même temps, je travaille sur soi. Après, il peut aussi y avoir parfois des produits stupéfiants. pour s'en sortir, je veux dire, l'alcool, tout ça. Non, je plaisante, mais je plaisante pas. Je pense que c'est aussi des enjeux qui doivent être adressés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut tenir sur le long terme. Et là, j'ai dit, j'ai 36 ans, j'ai drastiquement revu ma façon de vivre il y a 2 ans, d'après, on va dire, bon, parce que j'avais des problèmes de santé aussi. Mais c'est vrai que le problème, quand on est une femme noire en France, au Québec, etc., il y a plusieurs choses. Il y a la question du code switching. Alors, quand tu es adopté, le code switch, c'est quelque chose de, on va dire, comme inné, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu grandis dans une famille blanche en tant que personne noire, moi, je n'ai pas vraiment besoin de modifier mon attitude quand je suis avec les Blancs.
Ou plus exactement, parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude d'être avec des blancs que, bon, c'est pas très. Peut-être même que je dirais que l'endroit où je dois code switcher, c'est plutôt quand je suis avec des noirs, plus maintenant. Mais j'ai appris à me comporter d'une façon qui ferait qu'on me dirait pas immédiatement, ah, mais toi, c'est sûr, voilà, ça se voit, t'es une bounty, qui est l'insulte française. Hein, il y a Oreo de votre côté de l'Atlantique. Mais en gros, donc, t'es noir à l'extérieur, mais t'es blanche à l'intérieur. Donc, qui sont des choses que j'ai pu entendre quand j'étais plus jeune, parce qu'il me manquait des références culturelles, parce que je connaissais pas certains pas de danse, parce que je ne sais pas faire certaines choses que savent faire beaucoup de noirs, par exemple chipper, donc de faire un bruit de bouche, donc que je ne peux pas mimer puisque je ne sais pas le faire. donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui font que je me fais repérer dans les communautés noires comme n'étant pas complètement une vraie noire. Mais effectivement, je suis pas mal à l'aise avec les blancs. Mais par contre, il y a une chose que je fais, j'explique souvent ça, c'est que je détimbre ma voix et je prends une voix un petit peu très, très sibylline quand je sais que je dois parler avec des personnes blanches au téléphone, surtout si ce sont des personnes avec qui je dois interagir sur des questions financières. Donc, par exemple, ma voix de téléphone, c'est « Oui, bonjour, je suis Madame Gay, je vous appelle parce que j'avais une question concernant le… » Voilà. Et ça, c'est ma voix de quand j'interagis avec les institutions et que les gens ne me voient pas et qu'ils ne savent pas que je suis noire et que je me dis que ça va peut-être me permettre d'éviter certains commentaires qui vont m'agacer ou des choses comme ça. Le deuxième enjeu, c'est qu'on doit déployer une force de travail. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si vous êtes une minoritaire, et donc là, ça prend à peu près tout le monde, hein, vous êtes une personne en situation de handicap, une personne trans, etc., vous n'avez pas le droit à la médiocrité. La médiocrité, c'est pour les hommes blancs cis, mais toutes les autres, là, si on veut pouvoir exister, surtout dans des milieux où on est extrêmement minoritaire, il faut être éloquente, il faut avoir du style, de la présence, ne pas se laisser couper la parole tout en n'étant pas trop agressive non plus, avoir un sens de l'humour, mais ne pas se laisser enfermer dans la case de la femme noire qui est là pour faire rigoler la galerie, enfin, etc., etc. Donc, il y a un ensemble d'apprentissages qui se font tout au long de la vie. Et le dernier, je dirais, qui est que si on va dans des carrières qui ne sont vraiment pas des carrières où on nous attend et qui sont, en particulier pour la France, des carrières où s'exprime de façon très forte le népotisme et une certaine solidarité de classe, il faut avoir conscience de comment fonctionnent les milieux bourgeois. Et ça, moi, je l'ai appris parce qu'avant toute cette phase artistique, j'ai fait une grande école, hein, ce qu'on appelle en France, donc qui est le système public, mais qui n'est pas l'université parce qu'on passe des concours pour rentrer dans ces écoles-là. Et donc, moi, j'ai fait Sciences Po Lyon. Et quand je suis arrivée à Sciences Po, j'avais 17 ans. Je n'avais pas encore 18 ans. J'étais vraiment un bébé. Je venais de la campagne. Mon père, il balayait les rues. Et ma mère, elle est institutrice, mais je venais pas d'un milieu… chez moi, il y avait un peu des livres. Ma mère m'a emmenée au musée, etc. Mais je viens vraiment pas d'un milieu où la culture, c'est que, voilà, où on allait au théâtre tous les week-ends, etc. C'est pas ça qui se passait. Et donc là, Sciences Po, c'est l'endroit où j'ai vraiment appris une certaine violence de classe, c'est-à-dire le mépris que la bourgeoisie peut vous exprimer, mais de façon très subtile. Où on va vous faire remarquer, par exemple, que vous n'avez pas certaines références culturelles. Donc moi, ma première année à Sciences Po, très souvent, je me retrouvais dans des conversations avec des gens qui me disaient « Ah, mais tu ne connais pas Pina Bausch ?» Donc bon, Pina Bausch, par exemple, si vous ne connaissez pas, c'est une chorégraphe allemande dont moi, je n'avais jamais entendu parler avant d'arriver à Sciences Po. Et donc, c'est vrai que, par exemple, ma première année à Sciences Po, surtout, je me suis mise à consommer de la culture de façon compulsive, pas forcément parce que ça me plaisait, mais parce que j'en avais marre qu'on me pointe et qu'on puisse voir de quel milieu social je venais juste parce que je n'avais pas vu certains films, par exemple. Et donc ça, je trouve que c'est un peu les trois pans, c'est-à-dire des choses dont il faut avoir conscience si on est une minoritaire qui ne vient pas de la grande bourgeoisie, c'est qu'il va y avoir trois niveaux sur lesquels on peut complètement se faire exclure. Et en fait, ça, c'est des catégories qu'a créé Bourdieu, mais donc il y a la question du capital économique, la question du capital culturel et la question du capital social. Et le capital social, dans le cinéma, c'est quelque chose dont il faut avoir bien conscience. Parce que dès qu'on commence à regarder, par exemple, en France, c'est vraiment, quand on dit la grande famille du cinéma, c'est au sens propre comme au sens figuré. Les gens sont souvent des mêmes familles. Donc, il y a toute une question de renvoi d'ascenseur, etc. Et donc, quand vous êtes à la vingtaine, vous allez avoir l'impression qu'on est tout au même point et on est tout en train de galérer. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'une bonne partie de vos amies blanches, elles sont dans des appartements qu'elles louent 2 fois moins cher que vous parce qu'en fait, c'est des appartements à des amis à leurs parents ou même des fois, elles louent pas leur appartement parce que leurs parents sont propriétaires et donc elles n'ont pas cet argent à dépenser. Moi, je me rappelle quand j'étais au conservatoire, un jour, je ne pouvais pas aller à une répète on devait faire une répète.
parce que je travaillais. Moi, je travaillais à temps plein en même temps que le conservatoire le soir, quoi. Et un de mes camarades de classe me dit Amandine, faut savoir ce que tu veux, quoi. Si tu veux jouer, faut qu'on répète. J'étais là, genre, bah, ouais, mais si je veux manger, faut que je travaille. Donc, du coup, il y a vraiment cet enjeu-là de se rendre compte aussi pourquoi, à un moment donné, votre carrière va plafonner. Et comme en France, il y a beaucoup le discours de la méritocratie, hein, si on travaille dur, si on travaille fort, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, vous risquez de prendre ça pour acquis et vous dire, bah, c'est que j'ai pas travaillé assez fort, c'est que j'étais pas assez talentueuse. On m'a pas donné la subvention, mais c'est parce qu'en fait, j'avais du mal à écrire mon dossier. Puis au bout d'un moment, vous allez rendre compte que les gens qui sont sur la commission de lecture des subventions, bah, ils sont amis avec les gens qui ont eu la subvention. Et puis du coup, comme les gens qui ont eu la subvention, ensuite, ils sont sur la commission, bah, ils vont donner la subvention aux personnes qui leur ont fait avoir la commission l'année d'avant. Et donc, nous aussi, on a la misère à identifier la discrimination systémique et surtout le racisme systémique ici. Pareil. C'est la même chose. Et puis, je dirais aussi cette question des réseaux de pouvoir souterrains ou des alliances qui, si tu ne fais pas partie de ce monde-là, ne te sont pas visibles. C'est-à-dire que moi, vraiment, je crédite Sciences Po pour m'avoir permis de comprendre comment certains deals se mettent en place, comment à certains moments, je ne vais pas être invitée dans certains espaces, pourquoi je n'ai pas eu l'information pour telle bourse qui vient de se créer, ou pourquoi est-ce que je l'ai 3 jours avant que ça se ferme, alors qu'il y a des gens qui sont en train de préparer la subvention depuis 3 mois. Et tout ça, c'est vraiment pour ça que j'ai la question du capital social. On a quand même, aujourd'hui, on parle beaucoup de justement les personnes qui viennent de milieux défavorisés, les minoritaires, etc. Mais cet enjeu de comment les choses se font derrière des portes fermées, par des personnes qui appartiennent aux mêmes familles, mais toi, tu n'en as pas conscience parce que tu ne viens pas de leur milieu, tu ne vas pas à leur mariage. Moi, je donne souvent cet exemple-là, par exemple. J'ai une très bonne amie qui est une journaliste très talentueuse en France, mais qui est une femme blanche. Et on a une autre amie. Et donc, cette autre amie a invité mon amie blanche à son mariage. Mais moi, je n'étais pas invitée. Et mon amie blanche, à ce moment-là, elle cherchait un nouveau poste de journaliste, etc. Et à ce mariage, et là, donc là, on était à un mariage de grande bourgeoisie blanche. Et donc, voilà, par exemple, c'est là que vous apprenez votre place aussi en tant que femme noire. Moi, je suis la copine noire sympa qu'il est cool d'avoir quand on va dans un bar parisien. Ouais. Mais quand on fait son mariage de grande bourgeoisie avec les gens de son milieu, là, on ne m'invite pas. Et donc, cette autre fille fait son mariage, invite mon amie. Et donc, mon amie, elle était en recherche de travail. Et donc, cette autre fille lui dit « Hé, là-bas, c'est le patron d'un grand groupe de presse en France et c'est un des meilleurs amis de mon père, va le voir. » Donc, mon amie a été le voir. Ils ont parlé, il l'a trouvé sympathique. Elle lui a dit que, tiens, elle cherchait un travail dans la presse. Il lui a dit, n'hésitez pas à contacter ma Chine aux ressources humaines en lui disant que vous venez de ma part. Et mon amie, bien entendu, ensuite a été embauchée dans ce groupe de presse. Ça n'enlève pas les compétences de journalisme de mon amie, qui est par ailleurs très compétente et que j'aime beaucoup. Mais ça vous dit comment les choses se font et comment, si moi, à ce moment-là, j'avais aussi cherché un job en journalisme, je n'aurais jamais été prise dans ce groupe de presse parce que je n'ai pas été invitée à ce mariage. Et donc ça, je pense, c'est vraiment une chose, si vous ne faites pas partie de ces milieux-là, ou si vous ne les fréquentez pas d'assez près pour comprendre comment vous pouvez être éjecté alors qu'il ne s'est rien passé, et vous allez toujours faire la fête toutes les 3 ensemble. Mais il y en a une des 3 qui ne fera pas la même carrière que les autres. Là, on peut aller en plusieurs sens, mais je voulais quand même parler un peu du deuxième film, parce que là, maintenant, on arrive bientôt, espérons en été 2021, tout le monde, surtout dans les festivals, on pourrait voir une histoire à soi. Moi, j'ai eu la chance de le voir et j'ai trop, trop, trop aimé. Surtout parce que c'est ce qu'on appelle un archival film. C'est un film où là, on voit que des photos, des images, des publicités de différentes époques. Déjà, la thématique, c'est l'adoption. Et on entend parler des gens qui ont été adoptés en France, d'un peu partout dans le monde, et ils sont maintenant adultes. Et ils nous racontent, on ne les voit pas en fait présentement, on entend leur voix et on voit leurs images d'enfance, d'adolescence et un peu plus tard aussi. Ils réfléchissent à toute cette expérience-là et leur histoire, comment leur histoire a changé pour eux, etc. Et j'ai trouvé le fait que tu as décidé d'utiliser les archives pour raconter toutes ces différentes histoires et faire des liens avec le sujet un peu plus large dans la société, je trouve que c'était parfait.
C'est vraiment bravo. J'ai beaucoup aimé. Mais alors, pourquoi as-tu fait ce choix? Merci, je suis contente que le film t'ait plu. L'idée, c'est que moi, je trouve que c'est important de se questionner sur la forme, la meilleure forme pour raconter une histoire. Et donc, même si, non, je ne devrais pas dire même si, parce que ça m'énerve en plus. Donc, encore une fois, dans ces choses très hiérarchisées à la française, hein, il y a le cinéma, le vrai cinéma de fiction, et puis il y a le documentaire. Et donc, j'allais dire, même si on fait du documentaire, mais je retire ça, je reprends. Quelle que soit la forme de film qu'on choisit de faire, et quelle que soit, si on travaille avec de la fiction ou de la non-fiction, moi, je trouve que c'est intéressant de se poser, voilà, quelle est la meilleure forme pour raconter une histoire donnée. Donc, Ouvrir la voie, il y avait cette question de les femmes noires se réapproprier la narration. C'est un film qui est centré autour de la parole, donc on fait un film de tête parlante, c'est un genre de documentaire, le documentaire de tête parlante, et on va vraiment travailler esthétiquement autour de cette question. Donc, on cadre les filles en très gros close-up, on réfléchit à voilà, le montage en jump cut. Donc, le concept d'avoir une grande conversation en femme noire se traduit à l'image. Là, pour une histoire à soi, l'idée pour moi, c'était de me dire, voilà, je veux travailler sur la question de l'adoption, la question de qu'est-ce que c'est d'être une personne adoptée adulte, comment ça se joue l'adoption à différents âges de la vie, etc. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a un peu au centre de la vie des personnes adoptées? Qu'est-ce que je pourrais trouver comme forme qui fait un écho à nos parcours? Et en fait, je me suis dit, en tout cas, dans ma vie à moi, une chose qui est centrale et qui ne cesse de revenir, c'est la question des archives, de l'accès à mon dossier, de est-ce que ce qui est dans mon dossier, c'est vrai ou pas? Est-ce que ce qui est dans mon dossier, ça vient directement de ma mère de naissance ou est-ce qu'il y a une médiation par la parole, en tout cas l'écriture, dans mon cas, d'une travailleuse sociale qui rapporte ce que lui aurait dit ma mère de naissance au moment où elle s'est séparée de moi, etc. Et du coup, je me suis dit, ça, les archives, ça, c'est quelque chose qui est commun à peu près à toutes les personnes adoptées, qu'on en ait pas, etc. Et du coup, la bonne forme pour raconter cette histoire, c'est le film d'archives. Et à partir de là, c'est pareil. Comment est-ce qu'on peut tirer la forme au maximum? Comment est-ce qu'on peut l'amener à quelque chose de, on va dire, voilà, d'un peu audacieux aussi? Parce que moi, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je disais que j'ai annulé ce que j'ai dit au début, c'est que je ne pense pas qu'il y ait des formes qui soient moins esthétiques, moins cinématographiques que d'autres. C'est les personnes qui se saisissent de la forme qui en font une œuvre d'art ou pas. Et donc, j'aurais même tendance à dire que j'ai choisi pour mes 2 premiers films par hasard, mais enfin, est-ce bien le hasard finalement, 2 genres qui sont plutôt méprisés dans la profession, puisque ce sont 2 genres qui sont utilisés en télévision beaucoup. Hein, et donc, dans la profession, je parle vraiment du cinéma à réessai français, parce que c'est pas comme ça partout, mais chez nous, c'est sûr que c'est comme ça. Il y a le cinéma, il y a la télévision, il y a la fiction, il y a le documentaire, et alors le documentaire de télévision, là, c'est vraiment ça, c'est... Bon. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est dommage de penser comme ça, parce que je veux dire, on a prouvé avec Ouvrir la voie, c'est tout à fait possible de faire un film de tête parlante sans avoir des inserts de mains, de gens qui marchent dans la rue, de musique, je sais pas quoi, qui vient illustrer les sentiments, etc. Ouvrir la voie dans sa forme, même si ça n'a pas du tout été discuté, puisque je suis une femme noire, donc je ne peux pas être une esthète, encore moins un génie de la mise en scène, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien ce que je fais, je trouve que c'est très bien, et un jour, quelqu'un va se rendre compte que ce film était quand même assez incroyable au niveau de la forme, donc c'est comme ça. Et une histoire à soi, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'on considère que le genre du film d'archives, c'est un genre éculé, etc. Mais c'est parce que souvent, dans les films d'archives, on a ce que j'appelle une pomme, vous voyez. Donc, vous allez avoir le train de Trotsky entre en gare, et là, on voit le train de Trotsky, il y a une voix off qui dit le train de Trotsky rentre en gare, et là, il y a le train de Trotsky qui rentre dans la gare. Bon, alors oui, c'est sûr que si on fait ça, c'est un peu chiant, les films d'archives. Bon, mais on n'est pas obligé de faire ça, en fait. Et donc, du coup, l'idée, c'était de se dire, voilà, on prend le film d'archives, on le pousse au maximum, donc déjà, il n'y aura que des archives. On va filmer ce film-là, on filme personne face caméra. À l'écran, on ne met que les archives de nos personnages et les archives de la télé. Ensuite, ça veut dire qu'on fait un travail aussi sur l'audio. Et du coup, on a d'abord commencé par voir si on pouvait réduire les récits de vie de nos personnages à une 20aine de minutes. Parce que contrairement à Ouvrir la voie, c'est facile. Ça allait prendre les meilleurs propos sur une thématique donnée, c'est 24 personnes. Alors que là, faire tenir un film qui, là, du coup, à la fin, il y a 1h40, arriver à raconter avec complexité et profondeur le récit de vie de 5 personnages, sans le caricaturer, et en les faisant se répondre, etc., on n'était pas sûr que ça marche. Donc, on a fait 93 pré-entretiens, d'ailleurs en France, Québec, Italie, Belgique, parce qu'au début, j'étais très ambitieuse, et donc je voulais faire un film francophone.
Bon, après, on s'est rendu compte que déjà, récupérer les archives des gens en France, c'était la galère. Alors, s'il fallait commencer dans 4 pays, ça allait être n'importe quoi. Et heureusement qu'on ne l'a pas fait parce qu'après, il y a eu la pandémie. Donc là, ça aurait vraiment été l'enfer. Et donc, du coup, on a fait 93 entretiens. On a enregistré 42 personnes en France. De ces 42 personnes, on a fait les transcriptions des audios de 19. Et de ces 19-là, on a fait 11 montages audio, donc en fait comme des podcasts de la vie de 11 personnages. Et quand on s'est rendu compte qu'on arrivait à avoir un récit de vie en 15-30 minutes pour 11 personnes, là, on a commencé à essayer de voir quels étaient les récits de vie qui se complétaient, qui se répondaient, mais qui ouvraient un peu la réflexion. Et puis seulement là, on a commencé à poser les images sur les audios. Et donc là, on a eu très, très peur. Alors, je dis beaucoup on, puisque je travaille avec Enrico Bartolucci toujours. Donc, toujours mon conjoint, mon business partner et mon creative partner. Et donc, quand on a commencé à, en fait, ouvrir la voie, on avait fait le test. C'est-à-dire qu'on avait enregistré 4 filles et on avait fait un test de montage pour vérifier que notre idée de faire le montage en jump cut, etc., ça marchait. Donc, quand on a tourné les 20 autres, on savait que notre dispositif tenait. Alors qu'une histoire à soi, on est un peu parti comme des punks en se disant genre le concept il est génial, on fait que de l'audio et on prend les archives, on les met par-dessus. Et quand on a commencé à faire le montage, on s'est rendu compte que c'était très compliqué de poser des images, surtout si on voulait pas faire tout le temps une pomme. Exact. Et donc là, voilà. Donc l'an dernier, au mois de décembre, c'était un grand moment de désespoir où on pensait que ça marchait pas. Et on s'est dit, mon Dieu, on a fait tout ce travail, ça marche pas, il va falloir filmer les gens face caméra, etc. Et puis bon, à un moment donné, on a eu un breakthrough, on s'est rendu compte que non, en fait, ça marchait. Et donc, on a monté d'abord les 5 personnages séparément, l'un après l'autre. Et puis, il y a quand même eu un moment donné où là, ça faisait 1 an et demi qu'on bossait sur le film en étant que tous les deux et on voyait plus rien. Il y a vraiment un moment où on voyait plus rien. Et donc, on a travaillé 1 mois avec une monteuse et 1 mois avec une autre monteuse. Et c'est la deuxième monteuse, Pauline Gaillard, qui nous a amené l'idée de croiser les personnages. Et là, on a eu la forme finale du film. Et puis, pareil, on s'est beaucoup posé la question. C'est vrai qu'ouvrir la voie pour des questions de budget, on ne pouvait pas avoir de musique de toute façon. Mais aussi, on trouvait ça intéressant comme c'était un film sans argent, de pousser la forme, on va dire, dogme au maximum. Donc, de se dire, il n'y a pas de musique, c'est en lumière naturelle, etc. Alors que là, une histoire à soi, il y avait du budget. Et du coup, l'idée, c'était comment on gère la musique, sachant qu'effectivement, on a une détestation profonde tous les deux pour la musique illustrative. C'est-à-dire, et là, j'ai perdu mon père. Voilà. Donc moi, ça me fait péter un plomb quand il y a ça dans les films. Donc, du coup, on s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve un moyen d'utiliser la musique de façon artistique. Et l'intérêt d'un film d'archives, c'est que justement, il y a des moments où on peut avoir que les archives sans la parole. Et donc là, on peut mettre de la musique. Et donc, si on met de la musique dans le film, c'est de la musique qu'on écoute, quoi. C'est pas de l'habillage. Alors, par moment, il y a de l'habillage, mais pas beaucoup. Et du coup, après, l'idée, c'était à qui est-ce qu'on demande de faire de la musique. Et donc, moi, je voulais qu'on ait de la musique qui venait justement de la Caraïbe, en tout cas des Amériques, et en tout cas qui viennent de personnes qui ont une histoire personnelle, familiale, liée au déplacement, à l'acculturation, et donc qui ont une histoire qui fait écho à celle des personnes adoptées. Et il se trouve que donc, le premier auquel j'ai pensé, c'est Arnaud Dolmen, parce qu'en fait, donc Arnaud Dolmen, c'est un batteur de la Guadeloupe. Il est compositeur, c'est plutôt un jazzman, mais qui fait un jazz aux accents caribéens. Et en fait, j'avais été approchée par sa manager qui m'avait dit, voilà, c'est la musique d'Arnaud, ça t'intéresse pour plus tard pour tes films. Et du coup, un jour, je dis à Enrico, oh là là, ce serait bien qu'on puisse mettre la musique d'Arnaud un jour dans un film. Et tu m'as dit, bah, pourquoi un jour, en fait, appelle-le, de toute façon, s'il veut pas, il te dira non, tu vois. Et donc, du coup, j'ai appelé Arnaud. Et en fait, il était motivé, donc j'étais très contente. Mais c'est vrai que comme il a un style jazzy, le film a quand même une note très mélancolique. Les archives, ça amène tout de suite quelque chose de mélancolique, de nostalgie. Et du coup, je voulais pas non plus qu'on aille trop loin là-dedans. Et donc, on s'est dit que ça serait bien d'avoir aussi de la musique qui soit plus, qui est quelque chose de plus contemporain, de plus rythmé. Et donc, là, on a pensé à Ifé, parce qu'Ifé, c'est un groupe qui a été monté par un gars qui s'appelle Otto Ramoun. Et il se trouve que Otto Ramoun, en fait, c'est un Afro-Américain qui a été adopté. Donc, en plus, quand j'ai su qu'il a été adopté, je me dis vraiment, c'est l'univers qui me parle, tout ça. Et donc du coup, on l'a approché parce que lui, il fait une musique qui est vraiment une espèce de synthèse entre de la rumba de Porto Rico, les cérémonies Yoruba, parce que il a donc changé. Lui, il a été adopté dans une famille de Mennonites dans je sais plus quel trou du cul des États-Unis. Et quand il est devenu plus grand, il s'est intéressé à la religion Yoruba. Et donc maintenant, c'est un prêtre Yoruba.
en plus d'être un musicien, etc. Donc, sa musique, c'est un mélange de rumba de Porto Rico, de cérémonie yoruba et d'électro. Et donc, du coup, le côté électro, ça amène un truc un peu péchu dont on trouvait qu'on avait besoin dans le film. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est la façon dont on a travaillé sur le film. Et Et voilà, j'insiste là-dessus. tous ces choix étaient parfaits. Tous ces choix-là, ça fait du coup, on regarde un film et on n'a pas forcément genre une grande tristesse où on sent que, oh, pauvres gens qui sont adoptés, le film avance, il y a plein d'éléments, on reste pas dans le passé, on sent qu'on est maintenant, dans le moment présent. Et la façon aussi, le montage, c'était parfait aussi parce que, comme tu dis, vous avez décidé de, intermingler les personnages. Du coup, on a différentes idées et positions et opinions de tous ces gens-là. Où on sort en fait qu'on entend quelque chose, on dit ah ouais mais l'autre il avait dit ça tantôt et c'est très différent. C'est chaque personne leur histoire, c'est bien illustré toutes les différentes expériences de ces gens-là qui ont été adoptés à différents stades de leur vie, différents âges, de différents pays, des familles avec enfants, des familles sans enfants, etc. Alors les choix que vous avez faits, spot on. Bah, si. Bah, ça nous a pris un petit moment, cette affaire. Hein. Et puis, ça a été dur. Mais bon, après, c'est toujours... c'est aussi la question du deuxième film. C'est toujours le plus difficile d'une certaine façon. Parce que le premier, c'est compliqué parce qu'on est... Voilà, on n'avait pas de moyens. Ça a pris très longtemps parce que, voilà, typiquement, Ouvrir la voie, on l'a tourné en 2014. On a fini le tournage fin 2014. On l'a monté à l'été 2016 et il est sorti en salle en octobre 2017. Donc, c'est vraiment une espèce de truc où c'était même presque devenu un peu une blague quand on a fait en fait on a fait des projections tests à la presque fin du montage et les deux premières on les a fait à Montréal chez Katie Katie Antoine. Oui, chez Katie Antoine. Yeah. Et du coup, quand on l'a fait, donc on a fait venir voilà, des amis de différents milieux. Puis un de nos potes, Vince, il est arrivé, il a dit ah mais il y avait vraiment un film en fait. Donc c'était un peu de Bonissa la blague autour d'Ouvrir la voie. C'était un moment qu'on parlait de ce truc qui n'arrivait pas. Donc c'était compliqué, on va dire, en termes de moyens, mais il y avait zéro pression. Et puis, bon, bah voilà, si on le finissait, c'est bien, si on le finit, pas bien. Là, c'est le deuxième film et c'est plus un film guérilla, c'est un film dans l'industrie. Donc, ça veut dire aussi avec un budget qui n'a rien à voir. Nous, on considère qu'Ouvrir la voie, ça nous a coûté autour de 45 000 € entre le faire et le sortir en salle. Alors, c'est une somme, hein, mais c'était voilà, réparti sur 4 ans, etc. Là, le budget d'une histoire à soi, c'est plutôt un demi-million d'euros. Donc, du coup, on est aussi sur d'autres responsabilités et d'autres stress de livraison. Là, quand on avait peur en décembre dernier de ne pas avoir le film, c'était autre chose. Et donc oui, voilà, je suis contente. Enfin, disons qu'il aurait été terminé juste. Déjà, j'aurais été soulagée. Mais en plus que le film soit bon, en tout cas, moi, j'en suis très contente. Là, c'est vraiment... voilà. Là, je finis mon livre et après, je fais des vacances, quoi. Bon, ça va pas être très long parce que le film va sortir en salle, mais là, je vais vraiment prendre des vacances parce que je n'aurais pas volé. Qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce que tu as eu... comment est-ce que tu as eu le soutien pour ce deuxième film? Qu'est-ce qui a changé pour toi entre Ouvrir la voie et là, présenter une histoire à soi? Comment tu as eu ce budget-là? Alors, la première chose, c'est que je vais revenir sur cette question des réseaux informels. Alors, on peut être exclu des réseaux informels parce qu'on est des minoritaires. Ça ne nous empêche pas, à nous, de faire des réseaux informels entre nous. Donc, en 2015, on a créé, quelqu'un, je ne sais plus, de mon entourage a créé un groupe Facebook en France pour, on va dire, pour résumer, les femmes noires perdues dans des industries très blanches. Donc, femmes noires dans le cinéma, la musique, etc. Et l'idée, c'était de se faire tourner les offres d'emploi, pouvoir se poser des questions, etc., essayer de se donner du réseau mutuel aussi. Et donc, à un moment donné, quand on était en train de monter la boîte de production, on essayait d'avoir des infos sur les sites, donc le Centre national de la cinématographie, mais il y avait vraiment des trucs où on n'arrivait pas à trouver les informations sur Internet avec Enrico. On était bloqués, quoi. Et là, c'est aussi là où on arrive à cette question de capital social, capital culturel. Il y a beaucoup de choses qui sont comme implicites dans les milieux culturels aussi. Vous n'avez pas à avoir tout le temps les guidelines complets de qu'est-ce qu'il faut faire pour monter une boîte de prod, ou alors il va falloir prendre une formation qui est payante, etc.
Et donc, j'ai mis un message sur ce groupe en disant, est-ce que quelqu'un connaît un vrai producteur de cinéma? C'était ça ma question. Parce que moi, j'avais des potes qui bossaient dans le cinéma, mais c'était tous des galériens, donc ça sert à rien. Enfin, donc, je disais, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est un peu installé quoi, dans l'industrie? Et donc, Bintou Silla, que je ne cesserai jamais de remercier en donnant son nom en public, Bintou m'a mis en lien avec Charles Gilibert. Et donc, Charles, c'est le coproducteur d'une histoire à soi. Charles Gilibert, c'est quelqu'un qui a bossé pendant 14 ans chez MK2, qui a monté sa boîte il y a 7-8 ans, qui a produit des gens comme Gus Van Sant, Abbas Kiarostami. Enfin bon, voilà, il a un CV long comme le bras. Et donc, lui, il a un réseau très important dans l'industrie du cinéma français. Et donc, pendant qu'on montait la boîte de prod, donc en 2017, j'envoyais des mails à Charles. Et maintenant que je m'y connais un peu plus, je me rends compte de la profondeur, de la naïveté et de vraiment l'absence d'informations sur l'industrie que j'avais. Mais Charles était, contrairement à peu près tous les gens qu'on a rencontrés dans cette industrie, qui nous ont donc beaucoup méprisés, mal parlé, etc., Enrico et moi, quand on était personne, hein, le célèbre truc, c'est autre chose que je déteste en France, comparé aux États-Unis. Je ne sais pas exactement comment c'est au Québec, mais aux États-Unis, il y a une approche qui est, comme on ne sait pas où tu seras dans 5 ans, on ne va jamais mal te parler. On va jamais mal te traiter parce que peut-être que dans 5 ans, c'est toi qui vas me donner du travail. Donc, en fait, dans le doute, je vais m'abstenir d'être méprisante et hautaine et désagréable. En France, ce principe n'existe pas. et donc, si tu n'es pas quelqu'un, les gens te maltraitent. Donc, alors, en plus, si tu n'es pas quelqu'un et que tu es une femme noire, etc., là, c'est vraiment fini. Et donc voilà, j'envoyais des messages à Charles du type comment on fait pour avoir un visa d'exploitation, enfin voilà, vraiment des trucs, bon, bref. Et il nous répondait toujours, très gentil, très poliment et tout. Et donc, on l'avait invité à la fête de sortie en salle d'Ouvrir la Voie. Et puis, il n'est pas venu parce qu'il était occupé. Et après, on l'a oublié parce que, bah voilà, moi, j'étais dans le truc en train de faire la promo et tout. Enfin, j'étais complètement dans le jus. Et je pense que peut-être un mois et demi après que le film soit sorti en salle, il m'a envoyé un texto en me disant « Ah, je viens de manger avec Bertrand Roger ». Donc, Bertrand Roger, c'est le programmateur des MK2. Et MK2, donc, ils font de la vente internationale, mais ils ont aussi une chaîne de cinéma dans Paris. Et en particulier, ils ont un cinéma en plein centre-ville qui s'appelle le MK de Beaubourg. Et c'est un peu l'endroit où le programmateur des MK2 propose des films à réessai, un peu, voilà, qui sortent un peu des sentiers battus. Et ça peut être un endroit qui fait ton film. Parce que les gens vont au MK de Beaubourg pour découvrir des trucs. Et si ça leur plaît, ils y vont, quoi. Et donc, nous, à la fin, sur nos 20 000 entrées France, le MK de Beaubourg, c'est quelque chose comme 8 000 entrées. Donc, ça nous a vraiment… on est resté 8 semaines à l'affiche. C'était un truc de fou, quoi. Et donc, du coup, un mois et demi après la sortie, Charles m'envoie un texto en me disant « Ah, je viens de manger avec Bertrand Roger, il me dit que le film marche super bien, félicitations et tout. » Et donc là, je dis à Enrico « Oh, on est trop des merdes, on lui a même pas payé un apéro, quoi. » On l'avait oublié et tout. Donc là, je lui dis « Ah, bah, prenons un verre, etc. » Et donc, on se donne rendez-vous pour le mois de décembre 2017. Et donc, on a été le voir voilà, dans un café et tout. À cette époque où on se retrouvait dans les cafés. Non, je raconte des trucs et je me dis ah ouais c'est vrai et tout, c'est dans un café, mais bon ça va revenir. Et donc voilà, on se voit au café, on parle un peu et puis voilà, il me dit mais t'as des projets pour après? Je dis ouais, je vais faire un film d'archives sur l'adoption internationale et tout. Et il me dit ah bah moi ça m'intéresse, voilà, je pense que je pourrais mettre temps pour le développement. Et en fait Enrico et moi on n'avait tellement pas l'habitude que les gens nous fassent des propositions déjà, alors en plus propositions chiffrées, que du coup, on était un peu comme ça, genre, ouais, mais tu sais, nous, on veut garder on veut une coproduction 50-50 parce qu'en fait, on veut quand même machin. Et puis, on est là, il nous a dit, ouais, mais moi, je trouve ça, voilà, reparlons-en en janvier et tout. Et puis, en janvier 2018, on a signé effectivement pour une copro 50-50, ce qui était quand même quelque chose d'assez hallucinant, sachant que, bah voilà, nous, on avait zéro expérience dans l'industrie et que franchement, il aurait complètement pu nous proposer 70-30. Peut-être qu'on l'aurait pris, je sais pas, mais en tout cas, il a accepté nos termes, donc c'était assez hallucinant. Et du coup, bah voilà, on a commencé à bosser avec sa boîte en janvier. En mars, on déposait les premières demandes de financement. Et donc, bien que le CNC n'ait toujours pas soutenu ce deuxième film, mais bon, je m'abstiendrai d'aller plus avant sur ce sujet. Mais enfin bon, un jour, je pense quand même que ce sera intéressant d'adresser ça publiquement parce que voilà, je veux dire, ça pose des questions, quoi. Qui m'ait pas vu venir pour ouvrir la voie, je comprends. Mais ne serait-ce que parce qu'ils ont fait de l'argent avec mon film, avec mon premier film, ils auraient au moins pu me rendre ce qu'ils ont pris sur mon premier film pour le second. Donc voilà. Mais ouais. Tu voulais rajouter? Non, et donc du coup, on a eu on a eu donc c'est France 2 Cinéma c'est surtout France 2 Cinéma qui a pris acheter le film.
On a eu la région Île-de-France aussi qui nous a soutenus. Après, il y a eu des Sofica. Et puis voilà, je crois que c'est ça voilà, qui a fait le budget du film. Donc voilà, mais ça, c'est sûr que c'était le réseau de Charles. Nous, on n'aurait jamais pu lever un demi-million d'euros, ça c'est sûr. J'avais d'autres questions. Je vois qu'on va prendre des questions du public, mais je voulais savoir, maintenant, c'est deux films qui parlent beaucoup de l'identité, mais qui parlent surtout même si une histoire à soi, il y a une femme blanche qui est dans ce film, les autres personnages sont des personnes racisées. Je me demande, et quand on regarde la biographie d'Amandine Gay, on voit afroféministe, activiste, tous les différents titres. Alors là, je me demande, est-ce que tu as des soucis ou est-ce qu'il y a un risque dans le milieu que tu te fais genre coincer, que Amandine Gay, elle fait que des films qui parlent du racisme, qui parlent des injustices de personnes, surtout des personnes de couleur, etc. Est-ce qu'il y a un risque là-dedans maintenant pour toi ou est-ce que tu penses que tu vas finalement réaliser ton rom-com que tu m'as dit que tu voulais faire, un film juste comme ça, avec un personnage noir qui est drôle et qui parle d'amour et il n'y a pas un message politique à côté. Alors, moi, je pense que je vais y arriver parce que je veux dire, il n'y a pas de raison. Après, je vais certainement prendre le double du temps que ça prendrait pour une autre personne pour le faire. Mais enfin, je veux faire cette rom-com et je ferai cette rom-com. Mais oui, en fait, je pense que c'est un double mouvement. Alors, je vais faire attention à comment j'encadre ça. Parce que je ne veux pas que ce soit pris dans le sens de quand on veut, on peut, etc., qui est vraiment une logique qui m'énerve. Mais il y a deux choses qui font qu'on va vous mettre dans une case. Et la première, et c'est pour ça je pense que c'est très important quand on aborde la question de décoloniser les arts, etc., de décoloniser aussi son esprit et sa démarche. Moi, depuis le départ, ma démarche, c'est effectivement que mon premier public pour ouvrir la voie, c'est sûr que ce sont les femmes noires. Et mon premier public pour une histoire à soi, ce sont les personnes adoptées. Dans le sens de premier public, c'est que la chose que je vivrais comme un échec, ce serait que des femmes noires ou des personnes adoptées me disent non mais ce film c'est vraiment l'exploitation de nos souffrances, on est mal représenté, genre que les gens de mes communautés se sentent trahis. Ça c'est quelque chose vraiment vis-à-vis desquels avec lesquels j'aurais vraiment du mal. Mais au-delà de ça, moi je considère que moi je suis l'universel. Si moi j'ai passé mon enfance à pouvoir me représenter dans des hommes blancs héros de fiction, ça veut dire que moi, je suis capable de voir mon humanité dans la leur. Et donc, si moi, je propose un film avec 24 femmes noires à l'écran, je ne fais pas un film communautaire, je ne fais pas un film politique, etc. Moi, j'ai fait un film où je proposais une certaine vision de l'humanité. Est-ce que toi, public, tu es en mesure de le lire comme une certaine proposition, comme une certaine vision de l'humanité, ou est-ce que tu le lis comme un film militant, politique, etc. Et du coup, par exemple, tu as loupé toutes ces audaces esthétiques qu'on a mis dans ce film-là. Si tu as loupé les audaces esthétiques, c'est ton problème, c'est pas le mien, parce que moi, je sais qu'elles sont là, en fait. Et donc, là, c'est vraiment l'enjeu, et c'est la même chose pour une histoire à soi. Bon, après, ça ne veut pas dire que j'ai pas de frustration. J'ai des frustrations. Hein. Là, par exemple, on n'a eu aucune sélection dans les gros festivals, etc. Ah, et le seul qui m'a fait des retours dithyrambiques, c'est Sundance. Et ça aussi, pour moi, ça voulait dire quelque chose par rapport à mon parcours. C'est-à-dire que des festivals européens de catégorie A ou même de documentaires ont fait le même retour qui m'avait été fait pour ouvrir la voie, qui était qu'une histoire à soi n'est pas assez cinématographique. Pas assez cinématographique, ça veut tout dire et rien dire. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que moi, quand je fais des films, je ne fais pas du cinéma. Ouais. Et en fait, ça… Et que tu n'es pas une artiste, alors. Bien sûr. Et donc, du coup, ça, c'est pareil. Ce n'est pas sur moi, en fait. Ça, c'est sur ces personnes-là. Après, ça me frustre. Ça me frustre parce qu'un festival international, c'est de l'exposition. Ça me frustre parce qu'un festival international, ce sont des ventes à l'international. Et donc, parce qu'il y a des gatekeepers qui décident de qui fait de l'art et qui n'en fait pas, le potentiel de développement de ma carrière et le potentiel de voir mes films être acquis à l'international est diminué. Donc ça me fâche. Mais là où moi, on ne peut pas m'attaquer, c'est que moi, je sais ce que j'ai fait encore une fois. Et une histoire à soi, je sais que si j'étais un homme blanc, on dirait « elle a révolutionné le film d'archives, c'est incroyable, etc. » machin. Mais bon, ça va passer à la trappe et on va juste voir un film politique sur les adoptés. Et en même temps, c'est très bien. C'est pas grave, parce que c'est aussi ce que c'est.
Et si c'est la façon dont le mainstream, donc les Blancs en fait, sont en mesure de lire mon travail aujourd'hui, eh ben c'est comme ça qu'ils le lisent. Mais tu vois, moi, en fait, c'est pas vrai que personne n'a vu le côté esthétique d'Ouvrir la voie. Mais ce sont des féministes, ce sont des anglo-saxonnes. Le film n'a pas été chroniqué comme un film esthétiquement intéressant dans les médias. Je parle d'Ouvrir la voie, mais ça va être la même chose pour Une histoire à soi. Je le sais déjà. Tu penses? Ah ouais? Et je sais qu'on va avoir une très grosse couverture dans les pages société, etc. Alors là, je me bats. Par exemple, j'ai dit à l'attaché de presse que je refuse que le film soit chroniqué dans les pages Afrique parce que je suis très fière d'être afrodescendante, mais je suis une réalisatrice française et je veux que mon film soit chroniqué dans les pages cinéma et dans les pages culture. Éventuellement dans les pages société si vraiment il n'y a pas moyen d'aller ailleurs, mais je n'irai pas dans les pages Afrique en fait. Donc, c'est ça qui se passe. Et donc, il y a tout un système, on va dire, institutionnel pour nous marginaliser et effectivement nous garder en dehors de ce qui est censé être l'art, la création, etc. Et donc, moi, en fait, mon problème, c'est pour ça que j'en reviens à cette question de ma frustration avec les festivals qui me bloque quelque chose en termes de carrière et en termes de, et de reconnaissance, mais et financier, c'est que moi, je veux faire une rom-com. Et bien sûr, comme c'est moi, il y aura des sous-textes politiques partout. Mais ce qui m'intéresse à ce moment de ma carrière, c'est de donner de la joie et de l'amour aux Noirs. Et je pense que si je fais Dirty Dancing avec des Noirs, eh ben, les Blancs aussi peuvent aimer. Je veux dire, mais après, c'est à eux ou pas de savoir s'ils sont capables d'aimer Dirty Dancing avec des Noirs. Moi, j'ai aimé Dirty Dancing avec des Blancs. Alors, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Donc, du coup, moi, mon objectif, c'est de faire ça, en fait. Et je veux faire une rom-com. Je veux caler ce rôle de lesbienne noire sommelière qui sera la coloc de mon héroïne. Et comme ça, je vais pouvoir jouer dans mon film. C'est ça que je veux faire depuis le début. Et puis, c'est tout. Et après, peut-être que ça va prendre un petit moment. Mais c'est pas grave, je vais y arriver. Mais peut-être que ça va pas se faire en France. Je vois que cette question, justement, de l'universel noir, ouais, de moi qui pitch, justement, moi, Amandine, l'afroféministe activiste, qui pitch une comédie romantique, très souvent, je vois le moment d'incrédulité, je vois le moment où les neurones se touchent dans la tête de mes interlocuteurs qui m'avaient mis dans une case. Et là, du coup, ils ne comprennent pas. Quand je leur dis que moi, en fait, un de mes genres cinématographiques préférés, ce sont les comédies romantiques. Ça peut paraître paradoxal. Il y a énormément d'hétéronormativité dans les comédies romantiques, etc. On peut parler de tout ça. Mais moi, quand j'étais enfant, parce que je suis romantique et tout, depuis mon enfance, alors pour deux raisons. La première, c'est que ma mère elle est beaucoup moins pratiquante et tout. Mais quand j'étais petite, quand même, elle était un peu catholique pratiquante, etc. Donc, dès qu'il y avait des scènes de baiser ou des scènes d'amour, etc., elle me mettait la main sur les yeux. Donc, moi, à partir de là, je voulais voir les films, quoi. Je n'ai pas le droit de regarder. Ça doit être génial. Donc, du coup, ça a été mon premier intérêt pour les comédies romantiques. Et le deuxième, c'est le fait que ce sont des films structurés. Et donc, une fois que tu as compris que le principe de la comédie romantique, c'est que le premier tiers, le couple d'amoureux, c'est une histoire qui commence sur un quiproquo. Le deuxième tiers, il y a un des deux amoureux qui se rend compte qu'il est amoureux, mais l'autre est toujours dans le quiproquo. Et le troisième tiers, ça se résout et l'amour a triomphé à la fin. Et en fait, moi, c'est tout ce que je demande actuellement dans ma vie. C'est de commencer un film en sachant dès le début que ça va bien se finir. Ouais. Parce que je trouve qu'actuellement, la vie est un petit peu difficile et que si on peut me donner quelque chose où je sais que je vais rigoler et que ça va bien se finir à la fin, moi, ça va me faire du bien. Donc, je me dis, ça va me faire du bien, ça devrait faire du bien à d'autres personnes. Et donc, c'est ça que je veux faire. Et donc, en fait, si les personnes avec qui j'interagis ne peuvent pas comprendre que ça, en fait, c'est aussi révolutionnaire, surtout dans le cadre français. De l'autre côté de la Manche ou de l'Atlantique, ça se fait beaucoup, les comédies romantiques, il n'y a que des noirs, etc. En France, ça n'existe pas, en fait. De ne pas faire un film politique au sens de ce film a un message, etc. Mais de faire un film où il y a deux personnes noires qui sont profs dans un lycée et qui, au début, il y a un quiproquo, mais bon, finalement, à la fin, elles seront amoureuses. En fait, moi, je trouve que ce serait quelque chose qui, moi, me semble assez révolutionnaire pour la France. Et donc, bon, voilà, j'espère qu'on va trouver l'argent ici. Si on ne trouve pas l'argent ici, on trouvera l'argent ailleurs. Mais c'est la même chose. Ouais. C'est leur perte, quoi. Exactement. Les gens qui ne comprennent pas ça, c'est leur perte. Et après, oui, je suis frustrée, bien sûr, mais ce n'est pas grave. C'est de l'ego, ça, en fait. J'apprécie beaucoup que tu as terminé quand même en parlant de la joie collective parce que je pense, après cette année, non seulement pandémie, mais surtout tout ce qui est sujet de racisme, la lutte contre le racisme, ça
ça a commencé peut-être avec ce moment horrible à Minnesota avec George Floyd, mais ça s'est propagé partout dans toutes les communautés, surtout les communautés afro-descendants. Et du coup, je vois les liens, je vois la solidarité et surtout dans les milieux artistiques, un vouloir de vraiment exprimer la joie. Black Joy, c'est vraiment ça le hashtag en ce moment, mais parmi les artistes, j'apprécie tellement que même les artistes noirs canadiens et des artistes comme toi, des artistes en Afrique, tout le monde a le même genre de sentiment et feeling que on va quand même aller chercher notre joie à travers notre art. Et du coup, on va montrer qu'on fait partie de l'humanité comme tout le monde. C'est la fin. Ouais. Ben, merci beaucoup. Sur quoi porte le nouveau livre? L'adoption, Ah oui, j'ai répondu hein? à ça. Oui. Alors, je réponds à celle-là et puis on y va. Donc, le livre, c'est un essai autobiographique sur l'adoption. Donc, l'idée, c'est de reprendre justement pas mal du travail que j'avais fait quand j'étais à l'UQAM en sociologie, voilà, de mes recherches sur l'adoption. Et puis parce que voilà, j'ai fait plein de conférences ces dernières années. Et je trouve que dans l'espace francophone, et alors surtout en France, la question de la justice reproductive et donc, voilà, de considérer que les techniques abortives, de stérilisation, d'accès à la contraception, mais aussi les placements en foyer, les adoptions, sont des enjeux politiques traversés par justement des inégalités de race, classe, genre et par l'impact de phénomènes historiques comme le colonialisme, c'est un peu comme un non-sujet. Alors en France, c'est encore plus un non-sujet parce qu'on n'a pas de statistiques ethniques. J'en reviens toujours à ça, mais je sais qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait eu un article dans la presse canadienne, justement, et il y en a souvent en fait, sur la surreprésentation des enfants autochtones et des enfants noirs dans les services de protection de la jeunesse, et justement pour des questions qui ne relèvent pas de la violence. Et en France, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avant, ça s'appelait le placement pour raisons économiques. Aujourd'hui, ce sont les placements administratifs. Donc, on a deux types de placements d'enfants, des placements judiciaires et les placements administratifs. Et les placements administratifs, ça peut être par exemple que dans une famille qui est suivie par les services sociaux, un des enfants manque régulièrement à l'école. Et parce que cet enfant manque régulièrement à l'école, on va considérer que les parents ne sont pas compétents et on va leur retirer la garde de leur enfant. Ou un autre type de placement administratif, ça peut être qu'une mère célibataire travaille la nuit et donc ce sont les enfants grands qui gardent les enfants petits. Et du coup, un soir, ils font du bruit, les gens appellent la police arrive, il n'y a pas d'adultes, ils prennent les 3 enfants et les enfants sont placés en foyer. Ça, en fait, ce sont des choix politiques. On choisit de criminaliser la pauvreté parce qu'on pourrait choisir d'aider les mères célibataires en mettant en place, par exemple, des services de garde la nuit, en leur donnant des plus grandes subventions pour qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants quand elles sont seules, etc. Mais ce qu'on choisit de faire, c'est de prendre leurs enfants, de les mettre dans des foyers qui, par ailleurs, aussi génèrent de l'argent pour les gens qui dirigent ces foyers, un peu comme les maisons de retraite. Et ça, ce sont des sujets qui ne sont pas du tout abordés en France, alors que, par ailleurs, aux États-Unis, où il y a des statistiques ethniques sur ces questions, la pipeline foyer, direction, prison a été largement documentée et critiquée en montrant ici, ça commence aussi. Ici, au Canada, ça commence aussi. Mm-hmm. Et c'est de la criminalisation de la pauvreté. Parce qu'en fait, ce sont des enfants pauvres. Et du coup, en fait, donc là, on est dans le capitalisme racialisé. Ce sont des enfants pauvres, donc souvent noirs, latino-américains, autochtones ou en France, noirs et arabes, qui se retrouvent à passer le plus clair de leur vie en prison. Et c'était le cas en France au 19e siècle, début du 20e siècle, avec par exemple, ça c'est devenu célèbre avec la figure de Jean Genet. Jean Genet, il avait été en prison pour mineurs, et puis ensuite, il a été en prison pour adultes. Et puis ensuite, après, comme c'est un écrivain, etc., il a eu une autre vie. Mais aujourd'hui, ça existe en France, beaucoup, comme ça existe au Canada, comme ça existe aux États-Unis. Et ça, je trouve que c'est des enjeux féministes, antiracistes, décoloniaux qui devraient être abordés, beaucoup plus abordés, qui ne le sont pas. Et donc, en gros, d'une certaine façon, je prends le prétexte de l'adoption pour aborder ces questions-là dans le livre. Merci. Le film, le livre. Il y a plein de choses qui sortent bientôt. Ça va être bon. Vive la pandémie. On est coincés à la maison. Donc, petit matin pour remercier Amandine pour ses voix multiples que tu portes. Merci. Merci à Nathalie qui a mené l'animation avec brio. Merci à Geneviève pour l'interprétation LSQ. Merci. Bonne fin de journée, au revoir. Bye, bonne nuit, Amandine. Non, il est 8h42, c'est l'heure de l'apéro, là. Ah, d'accord.
D'accord. Salut. Bye.